Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de débrief des conférences de presse de Saïd Benrahma et Pierre Sage. On parlera également un petit peu de cette équipe du Beşiktaş pour observer son début de saison et voir un peu à quoi s'attendre, et je vous donnerai ma composition d'équipe, bon, qui va pas être révolutionnaire, hein, mais bon, on va essayer quand même de faire un petit peu de rotation dans cet effectif. Si vous avez 2 minutes, eh bien n'hésitez pas à prendre le temps d'aller liker ma vidéo du live. Vous êtes déjà 64 à l'avoir fait, je vous remercie. Si on pouvait atteindre les 90-100, ce serait super. En tout cas, je vous remercie par avance. C'est Saïd Benrahma qui s'est présenté au nom des joueurs, si l'on peut dire. Bon, on peut dire qu'il avait pas l'air hyper ravi d'être là. C'est pas quelqu'un, on va dire, qui a une grande capacité d'expression en public. Parfois surpris par les questions, répétant toujours un petit peu les mêmes choses. Faisant aussi montrer que avoir été sur le banc pendant 3 matchs consécutifs, avoir un peu perdu sa place de titulaire, ça lui plaisait pas forcément. Bon, il dit oui, quand c'est comme ça, il faut pas parler, il faut juste travailler. Bon, on sait qu'il a parlé, on sait qu'il a exprimé son mal-être, mais en tout cas, lui au moins, contrairement à d'autres, a donné la réponse sur le terrain. Vous allez voir qu'il répète souvent cela, donner la réponse sur le terrain. Alors, on lui a dit que pour le moment tout se passe bien, l'équipe tourne, tout le monde joue, tout le monde répond. Donc, pour le moment tout va bien, notamment 5 victoires consécutives. Lui considère que l'Europe, ça donne toujours envie. D'ailleurs, quand on l'interroge sur l'enchaînement des matchs, en plus lui est international algérien, donc non seulement il doit faire le championnat, il doit faire la Coupe d'Europe, mais en plus il joue les matchs internationaux. Et en fait, lui, carrément, ça l'embête pas du tout. Comme beaucoup de joueurs, il préfère jouer que de s'entraîner. Et en plus, il dit quelque chose avec un certain humour. Quand vous jouez pas beaucoup, vous êtes content qu'il y ait beaucoup de matchs parce que ça vous donne l'opportunité d'être sur le terrain. Il l'a reconnu, ne pas jouer, rappelez-vous, 3 matchs consécutifs quand même, sans aucune minute de jeu pour quelqu'un qui, depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais, était quasiment tout le temps titulaire. Et il l'a reconnu, au début, ça fait mal, mais il n'y a que le travail et le terrain qui comptent. C'était dur, mais j'essaye de rester focus. Il n'y a pas de cadeau dans le foot, j'essaye de rester positif. Alors justement, on lui a demandé les bienfaits de la concurrence. Eh bien, ça nous tire vers le haut. Ça ne sert à rien de parler, il faut répondre sur le terrain. On se donne à fond à l'entraînement, les postes sont doublés, voire triplés. C'est le lot des grands clubs, il faut répondre sur le terrain. Qu'est-ce qui a changé par rapport au début de saison? Alors lui dit, rien n'a changé, on a juste su redresser la situation par le travail. Et maintenant que ça se passe bien, il faut continuer. On lui a dit, Alexandre Lacazette a constaté que le pressing était plus intéressant qu'en début de saison, que les attaquants faisaient plus d'efforts. Alors lui, bon, il voit pas tellement de différence. Il dit, je sais pas. Il y a peut-être plus d'intensité, de travail collectif, il y a une équipe qui se dégage, tout le monde joue de l'avant. Mais il n'a pas noté une différence, en tout cas d'attitude, franchement différente. Bon, nous, de l'extérieur, honnêtement, on voit la différence. Alors on lui a demandé, est-ce qu'à l'intérieur de l'OL, entre joueurs, la Coupe d'Europe, qu'est-ce que ça représente? L'OL est un club qui a souvent brillé en Coupe d'Europe, même si pour le moment, on n'en a pas gagné. Peut-être que ça ne va pas durer. Et lui, il dit non, on n'en parle pas tellement. De toute façon, bon, l'Europe, l'OL est identifié comme un club européen, c'est un grand club. Mais il regrette tout de même qu'on n'ait pas pu connaître le stade plein, pour des raisons de comportement de certains supporters. Et là, il y aura une jauge à 30 000, puisqu'il y avait eu des incidents assez importants lors de la dernière venue du Beşiktaş. Il a été interrogé sur Malik Fofana, et alors là, on voit, un peu comme tout le monde d'ailleurs à l'intérieur du club, dès qu'on branche quelqu'un sur Malik Fofana, tout de suite les yeux s'éclairent. C'est un joueur incroyable, respectueux, talentueux. Je parle beaucoup avec lui.
Donc on sent quand même que Malik Fofana, il fait l'unanimité dans le vestiaire, et pas que dans le vestiaire, à l'extérieur également. On lui a dit, mais pour le moment, vous n'avez pas joué de grandes équipes. Est-ce que vous attendez quand même que des gros matchs arrivent? Alors lui, déjà, il considère que le Beşiktaş, c'est un gros club qui est deuxième de la Ligue turque. On va regarder ça dans quelques instants. C'est un gros match. Il faut savoir répondre, mais chaque match est un gros match. C'est le haut niveau. Donc, il est revenu ensuite sur les fameux 3 matchs par semaine. Vous avez à l'écran ce qu'il a déclaré. On l'a interrogé sur Pierre Sage, bon, ce qui est toujours un petit peu ridicule. Hein. Vous imaginez bien qu'un joueur ne va pas défoncer son entraîneur. De toute façon, les joueurs trouvent que les entraîneurs qui les font jouer sont toujours géniaux et ceux qui les font pas jouer sont des abrutis. Donc, il a dit des choses qui n'avaient pas grand intérêt, ce qui est normal, hein. Il dit simplement, il a son idée, c'est un bon coach. Tous les coachs que j'ai connus sont différents. Ça marche pour ce que veut faire Pierre Sage, donc tant mieux. La différence entre être titulaire et être remplaçant, c'est que grâce aux 5 changements, hein, et ça c'est une règle qui plaît évidemment beaucoup aux joueurs parce que ça donne du temps de jeu, des opportunités, il dit si tu débutes, tu dois être à 100%. Et si tu entres, tu dois être aussi à 100%. Donc là, il considère que la concurrence, c'est bien, que de toute façon, la saison est longue. Donc, quoi qu'il en soit, on a besoin de tout le monde. Alors ça, c'est le discours devant les médias. Je pense que dans le vestiaire, quand vous jouez pas, vous le prenez pas vraiment avec philosophie, surtout quand vous êtes un habitué d'avoir du temps de jeu. Pierre Sage lui a succédé au micro. Alors il nous a informé que le seul joueur qui n'était pas disponible, c'était Mamadou Diawara. Et il a été interrogé sur différents sujets, notamment, et ça c'est très important, qu'il voudrait non pas avoir une équipe type, mais que quand on change les joueurs, eh bien l'équipe reste la même, c'est-à-dire appliquer, vous le savez, ces 3 grands principes de jeu, la qualité des ressorties de balles, la prise de profondeur et le pressing. Donc ça, c'est 3 choses qu'il veut voir, quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain. Alors, il dit, quels que soient ceux qui jouent, il faut que les principes de jeu restent stables. Et ce qui va faire la différence entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, c'est l'état de forme déjà. On sait que certains joueurs dans l'effectif n'ont pas un état de forme conforme à celui d'un joueur professionnel, et les perfs doivent être valorisés, c'est-à-dire que quand vous faites de bonnes entrées, quand vous faites de bons entraînements, eh bien ça vous permet de rentrer dans le groupe. Donc tirez-en les conclusions pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui jouent moins, je pense notamment à Gift Orban. Bon, ça on le sait, hein, c'est notoriété publique. On peut penser à Omari, même si Omari a joué 10-15 minutes lors du dernier match. Donc dites-vous bien que ces gars-là, soit ne sont pas en forme, soit n'ont pas le comportement qu'il faut, soit ont des performances aux entraînements et aux matchs qui ne correspondent pas à ce qu'attend le coach. Alors, on lui a parlé du Beşiktaş en essayant de voir quels étaient les points forts, les points faibles de cette équipe. Alors, il n'est pas rentré dans les points faibles, mais il dit que les 2 équipes se ressemblent beaucoup. Cela va se jouer dans leur rapport de force. Si on attaque plus, ils auront moins le ballon et on aura plus de chances de l'emporter. On prend la confiance forcément du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors on lui a dit justement, après 5 victoires, est-ce qu'il n'y aurait pas un excès de confiance dans l'équipe et autour d'ailleurs, nous-mêmes les supporters. Il dit dans tous les cas, on bâtit une équipe pour atteindre des objectifs. Donc on doit performer de manière constante, mieux jouer et se développer en tant qu'équipe. Il n'y a pas vraiment de tableau de marche. On lui a demandé est-ce que vous êtes fixé un objectif de points après tant de matchs, etc., etc. Il a dit non, on se soucie juste du match qui arrive et on va essayer de le gagner. Si on a 3 victoires, on aura amélioré nos chances de nous qualifier. De toute façon, c'est une nouvelle compétition, un nouveau format. On ne sait pas vraiment ce qui va en sortir. Vous le savez, Wilfried Zaha jouait en Turquie, donc un journaliste turc qui était présent a demandé des nouvelles de Wilfried Zaha, qui est prêté par Galatasaray. Alors il dit, il est arrivé doucement, mais il va mieux et normalement il devrait jouer demain. Alors pas forcément comme titulaire bien entendu, mais peut-être verra-t-on Wilfried Zaha demain. Vous me direz, on n'est pas forcément pressé de le voir
quand on voit son attitude depuis son arrivée. On l'a également branché sur ses pourcentages de victoires qui sont vraiment exceptionnels, qui le mettent au niveau des plus grands entraîneurs de l'Olympique Lyonnais, alors tout du moins en termes de statistiques, notamment Alain Perrin, on va dire c'est un très grand entraîneur, mais en tout cas des très bonnes stats. Mais aussi Gérard Houllier. Si, vous savez les amis, quand on y repense, rendez-vous compte quand même que Gérard Houllier a été donc coach à l'Olympique Lyonnais, mais également à Liverpool. Vous imaginez aujourd'hui un entraîneur français à la tête de Liverpool. C'est quand même quelque chose, hein, mine de rien. Parfois avec le temps, on va dire, pareil ce qu'a fait Arsène Wenger à Arsenal, c'est-à-dire que on a tendance à oublier quand même l'impact de ces entraîneurs-là. Et donc Gérard Houllier, peut-être même le plus grand entraîneur de l'histoire de l'OL, Pierre Sage a des statistiques qui s'en approchent. Bon, vous connaissez Pierre Sage, il n'a pas voulu rentrer dans ce débat-là. Est-ce qu'il fait partie des plus grands entraîneurs de l'histoire de l'OL? C'est quand même un petit peu tôt. Il dit que ce sont juste des chiffres, les statistiques de points par match, mais les contextes sont différents. On est juste content d'avoir ce rythme, donc le rythme que l'on a depuis le début de l'année 2024 et la toute fin de l'année 2023, et on va essayer de le maintenir. Je m'occupe de ce jeu que je dois faire au quotidien. On fera les comptes à la fin des compétitions. Parce que oui, c'est bien beau de gagner des matchs, d'avoir des stats, d'avoir des moyennes de points. Mais ce qui compte, ce sont les titres. Et évidemment, la qualification pour la Ligue des Champions qui est quasi vitale pour le budget de l'Olympique Lyonnais. Ses ambitions, parce qu'il trouve qu'on a progressé sur les 3 grands principes de jeu, donc je répète, attaquer la profondeur, soigner les sorties de balle et le pressing, et lui il veut qu'on continue de manière constante à améliorer ces aspects-là. Il dit si on y parvient, quel que soit le contexte, on pourra considérer que le jeu de l'équipe est installé, mais il y a encore du travail, même si on progresse, et ça c'est vraiment très bien. Il a été interrogé sur Ryan Cherki et Malik Fofana, qui, vous le savez, peuvent jouer des 2 pieds. Les deux, un petit peu comme Ousmane Dembélé, disent « je ne sais pas si je suis droitier ou gaucher ». Il dit que c'est très intéressant parce que ça donne des angles de jeu différents, ça apporte de l'incertitude chez l'adversaire. Vous savez qu'il aime bien employer cette expression, provoquer l'incertitude chez l'adversaire. Ils peuvent jouer dans des positions différentes, c'est très intéressant pour nous et problématique pour les adversaires. Il est interrogé aussi sur le jeu long de Lucas Perry, puisque, on va dire, dès le début de la préparation, il disait, grâce à ses relances, Perry va nous permettre de marquer des buts. Évidemment, une fois que les équipes adverses auront noté cet aspect, elles devront s'adapter, ce qui nous ouvrira peut-être d'autres opportunités. On en est là, grâce à Lucas Perry, on a marqué des buts. Et donc, on va voir comment peut-être profiter des adaptations faites par les adversaires. Un journaliste turc est revenu sur des aspects un peu tactiques, mais comme la traduction a été un peu foirée par la traductrice, on a eu vraiment une réponse assez sibylline de Pierre Sage. Bon, je peux pas vous dire ce qu'a dit exactement le journaliste, puisque j'étais moi aussi tenu par la traduction, mais en tout cas, Pierre Sage veut faire passer le message que ce qui l'intéresse, c'est de semer la confusion dans l'équipe adverse par notre jeu, par les qualités de nos joueurs, pour pouvoir les surprendre. Voilà donc pour ce qu'ont dit nos amis Saïd Benrahma, qui pourrait éventuellement être titulaire lors du premier match. Ça dépend un petit peu du système de jeu que l'on va appliquer. Et donc Pierre Sage. On va regarder un petit peu le parcours de cette équipe de Beşiktaş pour voir un petit peu à qui on a affaire. Alors on a un peu un Beşiktaş à 2 visages, puisque en 2 matchs d'Europa League, ils se sont fait quand même fesser, ils sont derniers de la compétition. Une défaite 4-0 à l'Ajax, et l'Ajax, c'est plus ce que c'était. Franchement, je crois qu'ils sont 5 ou 6e d'Eredivisie, donc c'est vous dire que l'Ajax, c'est plus la grande Ajax. Et ils se sont pris également un 3-1 à domicile face à l'Eintracht Francfort, qui est une bonne équipe allemande, mais qui n'est pas non plus l'alpha et l'oméga du championnat.
Par contre, dans leur championnat domestique, alors je vais vous retrouver le classement, voilà. Eh bien, ils sont deuxièmes et ils ont en 8 matchs 6 victoires et 2 nuls, aucune défaite, 17 buts marqués, donc plus de 2 buts par match et moins d'un but encaissé par match, seulement 5. Bon, déjà un peu décroché de Galatasaray hein, qui fait un début de saison absolument fou. D'ailleurs, Galatasaray qui sera un de nos adversaires, sans doute l'adversaire le plus coriace de la première phase, d'autant que ça se passera en Turquie, avec le mou, l'ami José Mourinho, et des joueurs de très bon niveau. Donc attention Galatasaray, ça pourrait être un peu la surprise, peut-être pour gagner l'Europa League. Hein. En plus, vous le savez, un coach qui a gagné toutes les Coupes d'Europe. Alors pour terminer, je vais vous proposer ma compo. Hein. Il y a vraiment aucun élément qui a été donné par Pierre Sage pour cette compo. Donc c'est mon avis par rapport aux dynamiques, par rapport aux rotations d'effectifs, etc., sachant que, évidemment, on aura un match dès dimanche, réception de la JOCR, et ensuite on se déplace à Hoffenheim, et encore un match de championnat à Lille après, donc ça ne chôme pas. Donc il faut tout simplement faire des rotations. Alors pour cela, je vais pas faire de rotation pour le coup sur le poste de gardien avec Lucas Perry. Tagliafico titulaire puisque Abner a été titulaire lors du match précédent. Niakate et le retour de Kalev qui revient de suspension en Ligue 1. Clinton Mata à droite. Après, je vais pas vous dire que je suis super surpris si c'est Maitland Niles, hein, mais je pense que ce sera Mata. Devant la défense, retour de Matic qui s'est entraîné avec le groupe depuis le début de cette semaine. Alors, est-ce qu'il est prêt à débuter? C'est quand même une incertitude. Si ce n'est pas le cas, on pourrait imaginer que Cacré repasse en sentinelle. Tolisso qui a le vent en poupe, hein, donc autant en profiter. J'ai mis Cacré plutôt que Verretou parce que je pense que Cacré est plus intéressant sur le pressing haut. Et je pense qu'on va faire du pressing haut. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, a plus d'activité que Verretou. Et je trouve qu'il revient plutôt en forme. Mais bon, après, si c'est Verretou, je ne serai pas là non plus surpris. Mais vous voyez, je ne propose pas un 4-2-3-1. Je préfère le 4-3-3 car je trouve qu'il a l'avantage, ce système, à la fois de bien nous protéger sur le plan défensif avec un milieu densifié, mais sans perdre notre impact offensif puisque les deux dernières fois qu'on a joué en 4-3-3, on a mis quand même 8 buts. Donc vous voyez que ça ne nous empêche pas. Et je trouve que ça met moins de pression à Ryan Cherki sur le repli défensif. Il peut vraiment s'occuper du secteur offensif. À gauche, Fofana, je veux que Fofana s'installe en tant que titulaire à gauche. Après, est-ce qu'il y aura une rotation avec Benrahma? C'est pas non plus impossible. Par contre, là, je vais peut-être faire hurler, mais je titulariserai bien Miko Tadze. La dernière fois qu'il a été titulaire, c'était à Toulouse, avec une équipe vraiment de pimpins autour de lui. Là, il a la grosse équipe, si on peut dire, autour de lui. Donc je pense que c'est le meilleur moyen pour le remettre en confiance, surtout s'il parvient à marquer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe, quelle serait la vôtre. N'hésitez pas évidemment à me rejoindre demain sur le live. Vous pourrez échanger entre supporters. Je pense que c'est un exercice qui est très apprécié. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis donc à demain pour le commentaire du match. Merci, bonne soirée.